Bonjour à toutes et à tous, apprentis hackeuses et apprentis hackeurs. Et on est déjà en décembre, dernier mois de l'année. Et pour cette dernière vidéo de l'année, on a en miniature Thaïs Morera Amazaki, qui est donc une hackeuse qui a fait une présentation, comme on peut le voir, sur les tentatives d'exploitation automatique du, du TA en français, IP en anglais. Donc ce qui est intéressant déjà, c'est on parle beaucoup d'automatisation depuis quelques années avec l'IA, mais on voit que c'était déjà un domaine de réflexion avant que ChatGPT et consorts vulgarisent l'IA auprès du grand public. Et on va faire une machine hack the box ce mois-ci. Il va être nécessaire de jouer un petit peu avec ce tas. C'est une machine qui est difficile, elle s'appelle Gopher, classée en difficile. Mais l'exploitation, elle, pour le coup, est pas des plus complexes, comme on va pouvoir le voir. Et dans un premier temps, avant d'entamer cette machine, on a comme chaque mois la minute frime. Alors la minute frime ce mois-ci, c'est un petit peu un bilan de l'année 2025 au niveau du classement Hack the Box, puisque si on regarde ranking, si on regarde le classement français d'Hack the Box, on voit que je suis second. Donc cette année, en gros, j'ai fluctué entre la seconde et la troisième place. Donc je suis resté sur le podium, mais j'ai pas été premier cette année. Apache est en grande forme. Voilà, donc par contre, ça va, je maintiens le rythme en haut du classement français pour cette année 2025. Et une dernière minute relou pour cette fin d'année, donc c'est sur le RGPD, puisqu'on en a parlé un peu toute l'année. Là on a un article de mai qui est déjà commencé à dire que ça allait être un sujet épineux, et c'est surtout au mois de novembre où il y a pas mal d'articles qui sont sortis sur donc l'intention de la Commission européenne d'affaiblir le RGPD pour augmenter la compétitivité de l'IA européenne. Ce qui est une vision un peu étonnante, en tout cas je trouve. Et donc je mettrai les liens de tous ces articles sous la vidéo, mais l'idée c'est que on a l'impression que c'est pas super bien travaillé, enfin c'est un peu fait à l'arrache. Et que c'est aveugle à pas mal d'effets de dérégulation sur d'autres secteurs, notamment il y en a plein, l'industrie publicitaire et la dégradation globalement de la protection européenne, qui était justement quelque chose qui était assez apprécié, en tout cas assez distinguant entre l'Union européenne et le reste du monde, cette protection des données personnelles. Et donc on a un cinquième article sur une tribune qui détaille un peu les différents points qui sont problématiques, notamment le fait que voilà, il n'y a pas eu d'analyse d'impact détaillée, ce qui est surprenant. Il n'y a pas enfin, on prend pour hypothèse que la confiance des citoyens dans l'utilisation de leurs données, c'est une contrainte, alors que ça pourrait être un actif, quelque chose de positif. Et puis un dernier article côté américain, où on voit que même aux États-Unis, ils sont assez surpris qu'on essaie de changer la définition des données personnelles, alors que c'était justement un des points forts de l'Union européenne, de protéger ses données personnelles. Voilà, et puis si je parle de ça, c'est que moi, cette année, j'ai encore hacké plusieurs dizaines de millions d'euros de données personnelles durant mes pentests. Donc c'est clairement un sujet qu'il faut encore renforcer de mon point de vue. C'est beaucoup trop facile de récupérer les données des Européennes et des Européens. Et c'est pour ça que c'est très surprenant de vouloir le rendre plus light, et tout ça pour favoriser des robots avec l'IA.
Allez, on entame la dernière machine de l'année, donc Gopher. Allons faire exécuter du code à cette machine difficile sur laquelle, comme d'habitude, j'ai déjà lancé le scan Nmap qui nous donne pas mal de ports ouverts et pas forcément ceux dont on a l'habitude, puisqu'on a du SSH, SMTP mais il est filtré, un site web sur le port 80, 139 et 445 du Samba. Et on a d'ailleurs directement le nom de domaine qui est affiché, la version d'HTTPD, la version du serveur Samba, plein de petites informations. Donc on va continuer l'énumération du Samba pour démarrer sur cette machine Gopher. Donc je vais aller récupérer l'IP puisque maintenant ça change à chaque instance de machine. Et on va commencer par faire un netexec SMB pour voir un peu s'il y a des partages. Hop. Donc ça nous donne comme information que le signing est false. Donc ça veut dire que là, on peut utiliser du SMB non signé, ce qui peut être une vulnérabilité. Par contre SMB v1 est bien false, donc on va pas pouvoir utiliser du SMB v1 sur cette machine. On voit bien que c'est Unix Samba comme serveur. Ça, on avait déjà l'info avec le scan Nmap. Et du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais tenter de me connecter, mais avec un compte du domaine, hein, puisqu'on a vu que dans le scan Nmap, le domaine c'était gopher.htv. Bon, je prends un compte qui n'existe pas, hein. Je prends Lisbeth Salander et Lisbeth en compte utilisateur et Salander en mot de passe. Et j'essaye d'énumérer les partages avec ce compte qui n'existe pas. Du coup, il est considéré comme guest et on voit qu'il y a bien un partage accessible en lecture à tous les invités de ce domaine. Donc, allons voir ce qu'il y a dans ce partage qui s'appelle donc chairs. Et j'utilise -regex qu'on a déjà utilisé. Donc je détaille pas, par contre j'ai pas mis la bonne IP, donc je la refais avec la bonne IP 10.129.14.62. Et là on voit que rapidement il y a juste un fichier, donc au moins ça va être rapide à analyser. Et on va se focaliser sur ce fichier qui s'appelle mail, donc on imagine que c'est un courriel. Du coup, je fais une copie de ce fichier avec -chairs pour spécifier le partage et getFile, le nom du fichier que j'appelle mail sur mon répertoire local. Hop, et si je regarde le format de ce mail, c'est du texte. Donc allons-y, regardons ce texte. Donc c'est bien un mail au format texte qui donne pas mal d'informations sur cette machine difficile mais où le début est assez classique avec un partage accessible. Donc on a deux adresses mail déjà, on a le format des adresses mail puisqu'on voit que il y a J. Davis et T. Buckley, donc la première lettre du prénom et le nom. On voit on voit une autre utilisatrice qui semble cliquer sur des liens, donc ça sent le phishing qui va être utilisé. On voit qu'on parle d'un tome aussi. Ça parle d'un proxy. Un proxy web qui serait en cours de développement. Donc ça peut être une information qui pourrait servir plus tard. Et je pense qu'on a fait le tour. Et le tome ici, c'est potentiellement le T de T. Buckley. Mais ça, pour l'instant, on ne peut pas le confirmer à 100%. Et un dernier élément intéressant, c'est que on voit bien... c'était où qui utilise le ODT format.
donc ODT pour Open Document Text, hein, qui est le format utilisé par LibreOffice, un peu l'équivalent du point doc du monde de Microsoft. Voilà, donc on a pas mal d'informations. On sait aussi que le port 25 semble être du coup un serveur postfix. Si on regarde la sortie du scan and map, le port était filtré, mais ça veut juste dire qu'il n'est pas joignable depuis notre machine attaquante. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un service en écoute sur ce port 25 sur cette machine. Et donc pour rappel, Postfix, hein, c'est un serveur de messagerie électronique et un logiciel libre qui existe depuis fort longtemps, qu'on voit assez souvent encore aujourd'hui malgré son âge important, comme quoi c'est une brique logicielle qui a su traverser les années. Un autre check qu'on fait souvent, c'est les sous-domaines. Donc là, je ne l'ai pas encore fait sur l'énumération. Allons énumérer les sous-domaines, voir s'il y a des sous-domaines dans le domaine gopher.htb. Je ferme le mousepad et j'utilise FFUF qu'on a déjà utilisé plein de fois. Assez rapidement, il trouve un sous-domaine proxy, proxy.gopher.htb. Il trouve des faux positifs parce qu'il n'y a pas de possibilité d'avoir des hashtags dans les domaines. Ok, donc je vais modifier le etc host pour mettre ces sous-domaines accessibles puisqu'ils ne sont pas partagés sur internet au niveau du DNS. Hop. Donc je l'avais fait en amont mais c'était pas la bonne IP, donc je mets la bonne IP. Je rajoute gopher.htb et proxy.gopher qu'on a trouvé dans un second temps. Ok. Et ben let's go, allons voir un peu le service web, hein, puisque pour rappel là on a pas mal creusé le 445 parce qu'il y a moins de tests à faire, c'est plus rapide. Le 22 généralement on peut pas faire grand chose. Et puis donc du coup maintenant allons voir le port 80 TCP 80 pour du HTTP. J'ai déjà lancé un burp, comme ça on a directement les traces quand on se connecte à ce site. Et on tombe sur ce site de designer talentueux. Oui, apparemment, donc c'est bien une agence de site web marketing et compagnie, web design. Là, on a différents noms. Matt Brandon, Sarah Wilson. Là encore on a des noms de gens de l'équipe, donc on a Jeff Davis qui est le CEO, Jocelyn Hudson, Product Manager, Tom Buckley, CTO et Amanda Blake, Accountant. Et du coup Tom Buckley, bah, ça semble correspondre au mail, hein, T. Buckley du mail, ici, et J. Davis, a priori c'est Jeff Davis, donc le CEO. Et donc la Jocelyn ici, ça semble être Jocelyn Hudson. Donc on a récupéré 4 noms d'employés et comme on connaît le format mail, on peut envoyer des mails. Enfin, pour l'instant on peut pas, mais on a 4 adresses mail de ces employés grâce au format. Voilà, c'est à peu près tout ce qu'on trouve d'intéressant sur ce domaine gopher.htb. Par contre, si on va sur le sous-domaine avec proxy.gopher.htb, on tombe sur une invite de se loguer. J'essaye admin par défaut, ça passe pas. Du coup, là, au niveau de l'énumération, ce qu'on peut faire, c'est... alors, vu que Gopher, là, c'est plutôt un site statique, il n'y a pas grand chose et il n'y a pas d'extension sur les liens. D'ailleurs, il n'y a pas beaucoup de liens qui sont fonctionnels. Tiens, il y a une REST mail en plus là. Du coup,
vu qu'un proxy, bon, enfin plutôt un reverse proxy d'ailleurs en amont d'un site web, si le site est statique, il n'a pas des masses d'intérêt de mettre un reverse proxy. C'est en général un reverse proxy, c'est parce que les ressources derrière sont dynamiques. Et du coup, en termes de langage dynamique, bah, il y a PHP qui est le plus connu, et puis après il y a tout ce qui est Ruby, Python, qu'est-ce que j'oublie comme langage assez souvent utilisé, Node.js de plus en plus. Bref, tout ça, tous ces langages-là n'ont pas d'extension à part PHP. Donc c'est pour ça que je vais essayer de faire une énumération des répertoires web, une Web Directory Enumeration, en mettant uniquement le PHP en extension et tout ce qui est sans extension. J'ai utilisé Feroxbuster, on l'a utilisé plein de fois, et je vais utiliser plein de codes HTTP, enfin de verbes HTTP différents, puisqu'on passe à travers un reverse proxy, peut-être que le comportement n'est pas le même en fonction de ces verbes HTTP. Et là, assez vite, on voit que par exemple, bon, déjà on voit qu'il y a bien un index.php, donc il y a bien du PHP derrière ce proxy, et on voit qu'on n'a pas le même code retour en fonction du verbe HTTP. Donc on voit que là on se prenait du 401 avec un get, alors qu'avec un post ou un put on a du 403, 405, 404, enfin pas les mêmes, et là sur le index on a du 200 mais pas en get. Bref, ça sent le reverse proxy qui est configuré pour bloquer le get, mais par contre avec les autres verbes HTTP on peut jouer un peu plus. Du coup bah je vais aller voir ça de plus près avec Burp. Donc je me connecte sur la fameuse URL qu'on vient de trouver, index.php, à travers Burp. Donc en get on est bloqué. Je vais dans l'historique HTTP, je récupère cette requête get et je l'envoie CTRL-R, CTRL-SHIFT-R dans le repeater. Si je la rejoue, je suis toujours bloqué puisque c'est du get, mais par contre, si je la remplace avec par exemple du option, a priori ça renvoie du 200 et pas du 401. Voilà, c'est mieux. Et ça renvoie 200 en disant missing URL parameter. Du coup, bah, on a envie de mettre un paramètre URL. Donc allons-y, mettons en paramètre URL égale, et là comme je sais pas trop quoi mettre, je vais mettre http //gopher, une URL du coup du site lui-même. Je fais send et là ça passe. A priori on a bien le site sur lequel on a déjà accès, hein, puisqu'on pouvait déjà le taper ici sans reverse proxy, mais là du coup on tape à travers le reverse proxy. Ok, donc c'est cool, on peut utiliser le proxy. Du coup on a envie de faire quoi? On a envie de voir si on n'a pas accès à d'autres sites auxquels on n'avait pas accès avant. Donc la première idée qui peut venir, c'est de essayer le 127.0.0.1, donc aller taper le localhost, s'il y a quelque chose qui écoute en local. Là on voit qu'il y a une blacklist, une liste de mots interdits, et là c'est pas un mot d'ailleurs, c'est le /127 qui est bloqué. Donc on pourrait essayer de contourner, ça dépend dans quelle priorité, mais là à vrai dire, vu qu'on n'est pas sûr que ce soit très intéressant, je ne le mettrai pas forcément en priorité 1, j'essaierai d'abord d'aller voir si je peux pas par exemple taper des fichiers directement avec file // comme ça, et etcpasswd, puisque c'est un fichier qui existe sur toutes les distribs Linux. Là on voit que file // c'est interdit. Donc pareil, on pourrait partir sur j'essaie de contourner ce filtre, mais on peut aussi se dire que la machine elle s'appelle Gopher, et Gopher, comme on a pu le voir dans une précédente vidéo de Hacksize, qui était d'ailleurs, c'était laquelle, hop, il me semble bien qu'on a vu, c'est
c'est là. On a déjà vu Gopher. Voilà, sur Travel on avait déjà parlé de Gopher, hein, donc un ancien protocole qui est plus trop utilisé aujourd'hui à part pour contourner des filtres d'un point de vue offensif. Donc essayons de taper le site à travers Gopher. Donc je remplace file etc passwd par gopher.gopher.htb. Ça a l'air de marcher. Donc bon, là on continue de trouver des méthodes pour utiliser le proxy, mais on tape une fois encore on tape une ressource à laquelle on a déjà accès en direct, donc ça sert pas à grand chose. Donc on continue de réfléchir, on se dit pourquoi, qu'est-ce que je peux faire avec ça? Est-ce que je peux taper mon propre serveur par exemple? Donc je vais mettre en écoute un NC sur le port 80 et je vais essayer de taper mon IP pour voir si avec ce proxy je peux taper des URL autres. Je reviens sur mon repeater, j'enlève tout ça. Donc là je mets Gopher sur mon IP à moi, 10.16.167, 10.16.167, on est bon. Je shoot, je vais voir mon service en écoute et il reçoit bien Lisbeth Salander. Donc pour rappel, un Gopher, le gros avantage c'est qu'il met pas plein d'entêtes, hein. Donc du coup là on voit que Lisbeth pour 120 pour espace Salander, il est bien directement écrit sur la connexion. Donc en quelque sorte là on peut dire qu'on a une SSRF, on peut taper à travers le proxy des ressources autres. Et pour rappel aussi, le gros intérêt de Gopher, c'est qu'on peut envoyer plusieurs lignes d'un coup. Donc si je relance mon Netcat et que je remplace le %20 l'espace par un %d %a pour retour à la ligne et que j'envoie, là il me dit bad request, j'ai trop roulé de choses là. J'avais oublié le HTTP 1.1. Donc là ça passe et on voit qu'en face il reçoit rien, donc a priori %d %a ça n'a pas l'air de passer. Ce qu'on peut essayer c'est de encoder l'URL encore, puisque on est sur un paramètre get, en fonction de ce qui est en face il faut faire du URL encoding. Et là pour le coup ça marche bien, il reçoit bien les deux lignes différemment. Donc ça, intéressant, on peut utiliser la SSRF pour taper un service avec plusieurs lignes. Donc maintenant qu'on a ça, on se dit c'est quand même super intéressant, on est dans une situation d'une SSRF où on peut essayer de taper n'importe quel service en interne accessible à travers ce proxy. Et on peut envoyer plusieurs lignes d'un coup. Donc c'est là que on réfléchit, qu'est-ce qu'il y avait comme service accessible en interne auquel on n'avait pas accès depuis l'extérieur. Et ben, le seul qui saute aux yeux, en tout cas avec le scan map, c'est le fameux SMTP, qui n'est pas accessible depuis l'extérieur, mais vu qu'on a un proxy qui accepte le Gopher, on pourrait essayer d'envoyer des requêtes, des commandes SMTP à ce serveur SMTP en interne. Donc c'est ce qu'on va essayer de ce pas. Je remplace tout ça par Gopher HTTP 2.25 hein, pour SMTP et je lui envoie simplement un kit et je fais un retour à la ligne avec le URL encoded comme on a vu sur notre propre service. Et ça répond bien bye. Donc on arrive bien à taper le serveur postfix qui est bien sur le port 25 et qui est bien joignable par le proxy. Donc là on a fait une belle progression. Maintenant il reste un peu plus qu'à regarder le format des mails. Hein. Donc pour rappel il faut faire un hello mail from rcpt tout etc. Donc le hello c'est pour c'est la première commande qui est envoyée pour un serveur SMTP afin qu'il identifie qui est en face et qui initie la connexion SMTP.
Donc je vais ouvrir un éditeur de texte, ici site, je vais faire ça à droite, et je vais mettre tout un texte de mail, hein, donc ceux qui ont connu Hacker's Voice il y a très longtemps, et l'envoi de mails anonymes à travers du telnet, c'est comme ça qu'on faisait, hein, donc on faisait un hello pour dire bonjour au serveur SMTP, donc ici j'ai mis Lisbeth, on aurait pu mettre n'importe quoi. Je mets un mail source, donc lisbeth@gopher.htb, un mail destination, donc là pour le coup j'ai choisi J. Hudson, puisque pour rappel, on va le faire plutôt là. On a donc Jocelyne qui a l'air de cliquer sur tous les fichiers au format ODT, donc autant vérifier si je peux pas envoyer un mail à Jocelyne, et comme on l'a vu sur le site ici, Jocelyne, son nom de famille c'est Hudson, et comme on connaît le format du mail, ça fait jhudson@gopher.htb. Data, c'est les données du mail, donc en sujet j'ai besoin d'un avis, vu que le site est en anglais, on suppose qu'elle parle anglais. Please give me your advice on the following ASAP, et j'ai mis un truc product description puisqu'elle est product manager. Donc il faut évidemment que je mette en écoute mon serveur HTTP, comme ça je verrai si elle clique sur le lien ou pas. Donc ce que je vais faire un répertoire www et je vais mettre en écoute un serveur HTTP sur lui. Ok. Alors du coup il faut remplacer tous les espaces par des %20, hein, puisque on va envoyer ça à travers un paramètre Gopher. Comme on l'avait vu quand je faisais mes premiers tests, le %20 était bien converti en espace quand j'envoyais sur mon propre service. Et après je convertis tous les retours à la ligne en %d, %a, mais URL encoded. Comme on l'a testé, ça marche bien pour faire plusieurs lignes. Et donc là il faut juste que je prenne les retours à la ligne \n et je les remplace par %d, %a, URL encoded pour retour à la ligne. Et là du coup j'ai tout bon paramètre que je peux mettre sur ma requête Gopher. Allez, je prends tout ça, je mets ça dans mon repeater. Ici je remplace le kit. Je sais pas si j'en ai mis un à la fin, j'ai peut-être l'intérêt à garder le dernier retour à la ligne. Ouais c'est ça, je l'avais pas mis. Nickel, voyons voir si ça marche. Donc là si ça marche, on devrait avoir une réponse du SMTP ici déjà, et on devrait, si Jocelyne clique sur le lien, voir apparaître une connexion ici. Allons-y, ça ressemble bien à une retour HTTP correcte, il a l'air d'avoir bien envoyé un mail dans la queue. Par contre, a priori, Jocelyne n'a pas cliqué sur le lien. Ah ça y est, non, il a mis du temps à cliquer. C'est un robot, je rappelle, hein, dans la vraie vie évidemment il faudrait être beaucoup plus long, et dans la vraie vie du coup on peut pas s'amuser à tester si la personne clique sur le lien, il faut directement mettre sa payload et prier pour que ce soit le cas. Mais là comme on sait que c'est une machine HTTP, Hack-the-Box, il y a un robot en face qui va simuler le comportement humain, et donc on peut s'amuser à tester un par un les étapes, une par une les étapes. Donc on arrive à envoyer un mail à Jocelyne, on sait qu'elle clique sur les liens, et on sait d'après le fameux mail ici que l'entreprise utilise le format .odt. Donc on va envoyer un fichier ODT à ouvrir. Donc je vais lancer LibreOffice. Je vais faire... Oui, pardon, c'est pas sur le bon écran. Je le
ramène, il est là. Donc je fais fichier nouveau, je viens de le faire là, fichier nouveau, document texte, ici on met du texte, donc comme apparemment elle parle anglais, on va mettre un texte du style error opening de ce document, histoire qu'elle s'inquiète pas si elle voit rien de spécial. Ensuite on va aller dans outils, macro, gérer les macros basiques. J'avoue que je sais plus si on l'a déjà fait sur cette chaîne Acksize, mais c'est bien possible. Et donc là c'est les macros, donc on va prendre les macros du document en question qui sont là dans sans nom. Et on va faire nouveau. On va laisser module 1, c'est très bien comme nom. Ok, et du coup je vais faire une commande toute bête, un reverse shell vers ma machine attaquante. Donc un bash-c, bash-i, bim bim bim. Mon adresse IP sur le port 443. Voilà, c'est vrai qu'en termes de reverse shell, j'ai pris un Linux. On aurait pu faire un double Linux Windows pour au cas où ce soit une Windows la machine qui le kick. Mais bon, ça j'avoue que j'y ai pas pensé, j'ai mis uniquement un reverse shell Linux. Donc là je ferme l'éditeur de macro, je vais dans outils, personnaliser événements, et je vais prendre l'événement, comment ça s'appelle en français, ouvrir le document. Et donc du coup c'est quand le document va être ouvert que va se produire ça, et va se produire quoi? Le déclenchement de la macro qui est là, module 1 main. Du coup quand le document s'ouvre, la macro s'exécute, et la macro c'est quoi? C'est un reverse shell. Donc en théorie, quand Jocelyne va ouvrir le document, ça devrait renvoyer un reverse shell vers ma machine attaquante. Ok, donc je fais CTRL S pour enregistrer. Je l'enregistre dans le bon répertoire et avec un nom qui va être report.odt, pour faire genre c'est un rapport professionnel, et c'est bien au format ODT, le format attendu selon le mail qu'on a trouvé. Il reste plus qu'à récupérer, ça je peux le fermer normalement, il ne reste plus qu'à récupérer cette attaque là. Je vais faire un view, comment on fait pour casser status bar, number, paramètres, ça doit être edit, pour mettre le retour à la ligne. Search. C'est chiant qu'il soit jamais au même endroit en fonction, c'est là, des éditeurs de texte. Et donc du coup là on avait envoyé un lien vers product description. Je remplace product description par report.odt. Du coup je vais pas le mettre dans le mail, mais je vais plutôt le mettre dans le lien où est clic. Tout simplement parce que aujourd'hui il y a de plus en plus d'anti-spam et compagnie, donc il y a plus de chances que le mail soit shooté par l'anti-spam que si elle clique sur un lien. Donc report je l'avais mis là, donc je le déplace pour le mettre au bon endroit, puisque il faut le mettre sur le serveur web qui en écoute sur www. Et ma foi, et puis on va mettre du coup, vu qu'on a mis un reverse shell sur le port 443, on va le mettre en bas à gauche. Pénélope en écoute sur le port 443 pour intercepter le reverse shell si tout se passe bien. Ok, je pense que on va pouvoir shooter le mail. C'est vrai qu'au lieu de tout copier-coller tout ça, j'aurais pu juste mettre report.odt ici. Et là, on prie. Le mail est bien parti dans la queue, ça c'est une bonne nouvelle.
On a bien eu un téléchargement de report.dt et on a bien un reversal qui monte. On a compromis le PC de Jocelyn Hudson. Parfait. Là on voit que dans son répertoire il y a le user.txt, donc on a fait la première moitié de cette machine difficile. Il nous reste donc la deuxième moitié. On va commencer par regarder les set UID. Donc comme d'habitude dans la vraie vie il faudrait faire un linpiece ou lancer un script d'énumération Linux pour voir si on peut élever nos privilèges avec pour but d'afficher le mot de passe, le flag root qui doit être ici. Donc là, quand on lance ce script, le script il va notamment vérifier les set UID. Donc là je vais directement sur la bonne solution qui est de regarder les set UID. Et pour rappel, set UID c'est le bit de contrôle d'accès appliqué au fichier et répertoire d'un système d'exploitation Unix. Et grâce à ce bit, un processus qui s'exécute au nom d'un autre utilisateur et pas au nom de l'utilisateur qui le lance. Ceci étant rappelé, on voit assez vite dans les binaires avec le droit set UID qu'il y en a un qui n'existe pas d'habitude. C'est le dernier, USR local bin notes. Et si on regarde un peu les détails sur ce fichier, on voit que c'est exécuté en tant que root, donc ça permettra de devenir root si on arrive à compromettre cette exécution. Mais le problème c'est qu'il y a seulement root et dev qui peut exécuter ce binaire, et nous on n'est ni root ni dev, ni dans le groupe root ni dans le groupe de dev. On est par contre dans le groupe netdev, ce qui malheureusement n'est pas dev. Du coup, il faut trouver probablement dans un premier temps un moyen de devenir netdev. En tout cas, vu que c'est une machine out of the box, on se doute que le but du jeu, en plus elle est hard, c'est de faire un mouvement latéral pour devenir quelqu'un qui a un compte dev. Après, dans la vraie vie, on chercherait d'abord un moyen de devenir root en direct, sans se prendre la tête à faire un mouvement latéral. Et c'est uniquement si on ne trouve rien qui permet de devenir root en direct qu'on commencera à regarder les mouvements latéraux. Donc, pour rappel aussi, quand on se connectait sur proxy, le proxy ici, ça nous demandait un mot de passe, sinon ça fait du 401. Du coup, il doit y avoir quelque part dans la conf ce mot de passe. Donc, si on regarde le site de configuration Apache, puisqu'on avait vu que c'était du Apache dans le ScanNMap et compagnie, on voit que le fichier htpassword, il est là. Donc on récupère le hash ici, mais on peut essayer de le casser, ça marche pas. Donc ce n'est pas la bonne piste. Après, dans la vraie vie on peut toujours essayer 30 milliards de listes de mots de passe, mais là bon courage pour le casser. Par contre tbuckle ça peut être une cible intéressante. Je rappelle qu'on veut devenir dev, d'ailleurs on aurait pu regarder directement dans le TC group. Si on regarde dev, on voit que c'est bien tbuckle, donc comment il s'appelle, c'était Tom Buckley qui est dans le groupe dev, donc il faut vraiment qu'on arrive à obtenir les droits de ce tbuckle. Donc si on fait un script d'énumération, à un moment il teste aussi les Linux capabilities, on en a déjà parlé pas mal de fois je pense sur Acksize. Et donc là si on regarde les capabilities, on voit qu'il y a tcpdump qui est installé et qui permet de faire de jouer avec le réseau, puisque sinon il aura du mal à fonctionner tcpdump. Si on regarde un peu le détail, on voit que n'importe qui peut l'exécuter, donc c'est cool, on peut exécuter tcpdump même en tant que JHudson. Exécutons-le pour voir s'il n'y a pas des flux en clair qui peuvent être intéressants. Et surtout, vu qu'on n'arrive pas à casser le mot de passe, si on a un flux en clair qui vient taper le proxy gopher, on aura dans l'entête, si je fais le 5 là, ce que je tape là et ce que je tape là, vu que c'est l'authenticate basique, ça apparaît en tant que base 64 dans le header HTTP. Donc si on peut récupérer un flux avec une authentification correcte, on pourra choper le mot de passe. Et vu qu'on a vu que c'est tbuckle qui utilise cette connexion, ça permettra de récupérer le mot de passe de tbuckle, donc ça semble être une piste super intéressante.
Donc pour petit rappel aussi, donc là je lance un TCP/DOM sur toutes les interfaces, N pour pas résoudre le DNS, Q pour supprimer les données des paquets, juste mettre le high level, et T je sais plus pourquoi, ça doit être pour le filtre après. Note host machin, ça c'est pour retirer tous les flux qui viennent de ma machine, et TCP pour afficher uniquement les flux TCP dans un premier temps. On voit qu'il n'y a pas des masses de flux. On va le laisser tourner un peu. Bon là évidemment dans la vraie, enfin en pentest en parallèle on fait autre chose, on laisse tourner le truc. Voilà, on a des connexions qui vont vers le 80, donc ça sent bon, et qui ne sont pas des connexions qui viennent de ma machine. Donc on va jouer un peu avec ça. Ce coup-ci on veut afficher le contenu. Donc on peut par exemple demander à une IA de générer un filtre qui affiche tous les gets. Donc ça ressemble à ça. Donc là on fait comme tout à l'heure, on écoute le port 80 TCP et on récupère le champ qui nous intéresse, qui correspond au get ou aux données du get. Donc a priori il faut attendre une petite minute, hein, comme tout à l'heure. Il n'y a pas des masses de connexion. Voilà, et on récupère la fameuse le fameux header Authorization Basic, qui est simplement du pass 64 dans le header HTTP. Je vais le mettre en haut à droite, base 64-D pour le décoder, et on récupère le mot de passe de tbuckley. Parfait, reste plus qu'à se connecter soit avec un ASU, soit on tente en SSH, voir si c'est faisable depuis l'extérieur. Et normalement oui. Donc ça fait le même mot de passe qu'on aurait eu du mal à casser avec une liste de mots de passe. Et voilà, on est tbuckley, et vu qu'on est tbuckley, et ben on peut exécuter le fameux user local note qu'on avait chopé, je dirais par là. Ici. Donc on a effectué notre mouvement latéral. Maintenant on peut exécuter ce programme. Alors, qu'est-ce que c'est que ce programme de note a priori? C'est là où on va voir qu'on va pouvoir compromettre ce programme sans faire de reverse, qui est assez rare mais assez rigolo. Du coup, donc on peut a priori créer un utilisateur et choisir son nom, regarder les utilisateurs, enfin l'information sur le compte utilisateur en cours je pense plutôt, effacer un utilisateur, écrire une note, afficher une note, sauvegarder une note, a priori c'est pas encore implémenté, supprimer une note, faire un backup et quitter. Allons-y, premier je crée un utilisateur, lisbeth, ça a l'air de marcher, parfait. J'affiche l'utilisateur créé, lisbeth, role user. Ah, on voit tout de suite que par défaut j'ai un role user et que probablement il y a un role admin ou quelque chose comme ça. Ok. Alors petit test qu'on n'a pas fait vu qu'on est parti sur le 1 d'abord. Si je le coupe, je relance et j'affiche show user information alors que je n'ai pas encore créé d'utilisateur. Là on voit que ça dit créer d'abord un utilisateur. Ok, parfait, ça gère le truc. Donc je refais mon lisbeth. Je réaffiche 2, c'est toujours pareil. Donc 3, je délète cet utilisateur créé. Et donc là je fais 2 et on voit que j'ai plus de nom d'utilisateur. Donc ça semble fonctionner comme il faut. Allons-y, je quitte, je relance. 1, je crée mon utilisateur, lisbeth. 2, je l'affiche, tout va bien. 4, j'écris une note. Je continue de naviguer, de tester un peu tous les menus. Donc là on va mettre lisbeth rocks.
5, j'affiche la note. Et ça affiche que Rox. Évidemment, c'est une application qui marche bien. Pourquoi ça affiche pas tout? Je ne sais pas. Ça affiche le dernier mot. Si je fais 4 pour écrire une note, et que je colle le truc Lisbeth Rox, 5, je show la note, là ça affiche en entier. Bizarre. Il y a des choses bizarres déjà qui se passent. Donc si je fais 6, ça dit bien que c'est pas implémenté, coming soon, ok. Si je supprime la note créée, si je fais 5 show note, ça met nul, donc a priori ça a bien supprimé la note créée. Si je fais 8, access denied, you don't have the admin role. Donc c'est bien ça, il faut avoir le rôle admin alors que nous on est utilisateur. Et enfin le 9, ça quitte bien le programme. Ok, on a bien joué avec tous les menus. Le seul truc un peu bizarre c'était la note quand on l'avait écrit. Ouais, voilà. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais relancer, je vais créer un utilisateur, c'est bête. Je crée une note, et ce coup-ci je vais créer une note avec beaucoup de choses, parce qu'on dirait qu'il y a un problème avec ce truc. Donc il y a probablement peut-être un buffer overflow, un truc. Donc on va faire Python 3-c print A, on va en faire je sais pas 30 dans un premier temps. Je sais plus si ça suffit, peut-être plus, un peu plus, allez 50. Allons-y pour 50. Ok, donc 2, on est bien Lisbeth user, ça c'est bon. Et 3, je supprime cet utilisateur. Et 5, j'affiche la note. Et là on voit qu'on a écrasé... Non, un peu comme tout à l'heure, là pour le coup par contre on n'a pas mis d'espace et on a quand même qu'un bout. Donc il y a bien des concaténations quelque part, quelque chose qui va pas. Ok, donc si je quitte, je relance, je crée mon user, je supprime mon user, je refais white note et je renvoie 50A et j'affiche la note. Ok, et j'affiche l'utilisateur et là on voit que on a carrément écrasé le username et le rôle. Donc c'est bien la note qui écrase des choses. Et en plus je peux bien écraser le rôle ici qui était user. Donc probablement que je peux remplacer ici CAAA par admin qui est le rôle requis pour exécuter backup note. Je vais peut-être un peu vite donc je remonte un coup. Backup note c'était où? C'était ici. Il faut bien avoir le rôle admin. Donc si on se place d'un point de vue code et application, du coup en fait il semblerait que le nom d'utilisateur qui est stocké dans le tab probablement n'est pas remis à 0 quand le buffer est libéré. Du coup si la note est trop longue et pas vérifiée, ce qui semble être le cas, elle écrase le nom d'utilisateur et le rôle. Et donc HIP, comme je l'ai dit, hein, c'est le nom anglais de TA, c'est une structure de données en informatique qui sert donc à stocker certaines données du programme. Donc ce qu'on a remarqué aussi, c'est que ça se passe uniquement si j'utilise le 3 delete user, sinon il n'y a pas de souci dans le programme. Donc il doit y avoir des vérifications qui sont faites sur l'utilisateur actif avant d'autoriser l'écriture. En tout cas, même sans trop comprendre comment c'est stocké, on voit bien qu'on peut écraser le rôle. Et comme on veut mettre admin ici, et ben on va regarder comment mettre admin ici. Je vais utiliser pattern create de Metasploit. Je génère un truc de 43, j'avais fait 50, restons sur 50. Et je refais ma chaîne qui permet d'écraser. Donc il faut faire un compte utilisateur,
Ensuite, je supprime l'utilisateur, je crée une note. Donc là, il ne met que des A, je colle la chaîne générée par pattern create qui permettra de savoir de quel offset ça écrase. Alors, ok. Et 2 pour afficher l'utilisateur. Et on voit que c'est AA8A qui écrase le rôle. Donc je vais interroger avec pattern offset pour savoir quel pattern, enfin à quel offset se positionne le pattern AA8A. Et il me dit c'est l'offset 24. Du coup, et ben c'est presque, on peut faire ça en fait. C'est vrai que on pourrait faire 24A et envoyer le truc, mais vu qu'on a déjà joué ici, non, je vais plutôt prendre ça. Je vais le mettre dans un site, il y en a encore un ouvert, top. Je vais mettre ça là. Et donc le but du jeu c'est, je le mets à gauche, je prends aussi un peu ce bordel, c'est de chercher AA8A, il est là, AA8A, et a priori c'est là que il y a admin, qui c'est écraser le rôle, donc il faudrait mettre admin. Après j'ai pas besoin de mettre autre chose, donc autant ne rien mettre de plus, puisque normalement c'est admin, c'est la fin de la chaîne. Et voyons voir si je remplace avec ça, si ça marche. Donc je ferme, je relance, je crée un user, je le supprime, j'écris une note, je colle donc avec l'admin a priori au bon endroit. J'affiche la note, on voit bien que j'ai mis admin, donc a priori c'est parfait. Et si je fais 8 backup note, bah là ça marche, il considère que je suis admin, je veux bien écraser la valeur. Et apparemment, quand on lance un backup, et ben il lance la commande tar sur opt note. Si je regarde les droits sur opt note, donc là il n'y a que le root qui peut écrire dedans, par contre on a le droit de rentrer dedans. Il n'y a rien dedans. Ok. Du coup, on voit que ça joue avec tar. Donc regardons la commande qui est exécutée s'il ne serait pas en clair dans le binaire. Oui, là, J-Hudson il n'a pas le droit. C'est TBuckley qui a le droit de voir le contenu du binaire. Et donc il y a bien une commande en dur dans le binaire, comme on peut le voir, qui fait donc un tar-czvf de root backup notes dans opt notes. La bonne nouvelle, c'est que il n'y a pas de chemin devant tar, donc je vais pouvoir faire du pass hijacking, ce qu'on a probablement déjà fait sur Acksize. Donc ça consiste à remplacer le binaire tar par notre propre binaire. Donc on va le faire de ce pas, je vais le mettre dans dev shm tar et je vais mettre un code basique qui fait un bash tiré, tiens on va pas s'embêter, on va même pas faire un reverse shell. Hop, bam. Donc je mets les droits d'exécution sur ce dev shm tar. Et donc quand on l'exécute, si je fais dev shm tar, ça exécute un bash tiré. Là, normalement si je fais exit, j'ai trop peur de perdre la session donc je le fais pas. Mais normalement là ça a lancé un nouveau bash. Si je regarde du coup, vu qu'on veut faire du pass hijacking, je regarde la valeur pass, on voit que il y a tous ces chemins, donc je vais rajouter le répertoire courant. Comme ça, dans un premier temps, il regarde le répertoire courant et après il va voir sur les autres. Et du coup, si je vais dans dev shm, le premier tar qui sera pris, c'est pas le tar officiel dans bin, mais c'est le tar présent ici qui contient bash tiré. Testons, je relance. Non. Et donc il n'y a pas beaucoup d'historique. Hein.
Alors, tac, tac. Tac, 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 tac. Il est là, parfait. On va chercher plus loin. Bim. Donc on refait notre chemin. 1, Lisbeth. 3, 4. Le fameux admin, il est là. 2. Non mais ça on s'en fout, c'est 8 plutôt. Access granted est parfait. Bim, il a bien détourné le tar. Il a utilisé le nôtre à la place. Et du coup, comme ça tournait en route, vu que c'est un CTUID route sur ce binaire, eh bien on a récupéré les droits routes et on peut afficher le flag route. La machine est totalement compromise. Du coup, si on se place d'un point de vue Blue Team, qu'est-ce qui a permis de compromettre cette machine? Dans un premier temps, on avait le partage qui est accessible à tout le monde avec un mail. On doit toujours faire attention à appliquer ce qu'on appelle le principe du moindre privilège et laisser accès aux fichiers uniquement aux gens qui en ont besoin. Ensuite, on avait le proxy qui permettait à travers Gopher de taper des services internes. Donc ça, il faut modifier la configuration proxy. On avait aussi le proxy qui demande une administration que pour get et pas pour le reste. Il faut faire attention dans la conf à prendre tous les verbes HTTP. Pour éviter ça, ensuite on avait quoi? On a donc le serveur SMTP aussi qui ne demande pas d'autorisation. On peut écrire en direct. On pourrait configurer le serveur SMTP pour demander un mot de passe pour envoyer un mail. On a LibreOffice, donc on a la sensibilisation utilisateur pour éviter de cliquer sur n'importe quel lien. Et puis on a aussi du durcissement qu'on peut mettre en place sur LibreOffice pour ne pas exécuter les macros, ce qui est bien connu dans le monde de Microsoft, et c'est applicable aussi à LibreOffice du coup. Et enfin, sur la Privesk, le SetUID à éviter. Là, je sais pas pourquoi il y avait un SetUID sur ce binaire, mais bon, c'était en cours de développement, donc éviter déjà de mettre du dev dans de la prod, mais là après on sait pas trop si c'était de la prod ou pas. Et en tout cas mettre le SetUID le moins possible, et du coup pour éviter le passage jacking, mettre en dur dans le binaire le chemin et pas uniquement la commande utilisée. Et on a oublié aussi l'utilisation de HTTP basique, qui est donc du coup assez peu efficace d'un point de vue cybersécurité. C'est assez ancien comme méthode d'authentification, donc pensez à utiliser autre chose pour éviter que quelqu'un arrive à intercepter le flux réseau et à récupérer du coup le mot de passe en clair en décodant le base 64. Et en plus du coup Tbuckley réutiliser le même mot de passe entre ce compte SSH et son compte HTTP. Mauvaise pratique, utiliser des mots de passe différents partout et stockez-les dans votre coffre-fort de mots de passe. Voilà, je pense qu'on a fait le tour de tout ce qu'une Blue Team aurait pu faire pour éviter la compromission de cette machine. Et je vous dis donc bonne année en avance et à l'année prochaine. N'hésitez pas à laisser des commentaires. Et donc à l'année prochaine pour faire un pas de plus vers le niveau hacking de Lisbeth Salander.